Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAU Télévision, le sommaire. Le Bénin a enregistré de nouveaux cas de décès liés au coronavirus, dont une personnalité du Bénin à la date du 14 juin 2020. Il s'agit du député de la première circonscription Alidou Démolé Moko. À suivre dans un instant le message du maire de Djougou à l'endroit des populations suite à la nouvelle. Un programme de soutien a été mis en place par le gouvernement il y a quelques jours pour atténuer les conséquences du Covid-19 sur les entreprises et les ménages. Une initiative qui égaye les citoyens. Plus de détails dans ce journal. La réparation d'appareils téléphoniques est en plein essor de nos jours au Bénin. Un aperçu de cette activité dans cette édition. Bonsoir. À la date du dimanche 14 juin 2020, le Bénin a enregistré de nouveaux cas de décès liés au coronavirus, ce qui fait un total de 483 cas confirmés à l'infection au virus avec 242 personnes sous traitement, 232 guéris et 9 décès. La nouvelle a été rendue publique par le gouvernement sur son site officiel. Il faut rappeler que le coronavirus existe bel et bien. Et si les populations sont invitées à protéger les autres en se protégeant elles-mêmes. Le député de la première circonscription Alidou Démolé Moko est décédé ce dimanche 14 juin 2020 au centre de traitement d'Alada des suites d'une courte maladie. Selon les informations relayées par les médias, il a été d'abord admis dans une clinique à Akpakpa pour un traitement de paludisme et a ensuite été référé au centre de traitement des personnes atteintes de la Covid-19 à Alada. Pour rappel, Alidou Démolé Moko est un ancien maire de Kandi, est suppléant d'Alassane Seydou dans la première circonscription électorale et a siégé à l'Assemblée nationale après le désistement du titulaire alors ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Restons dans le même registre. Le maire de la ville de Djougou, Malik Gomina, certifie que le décès du député Alidou Moko de l'Assemblée nationale est dû à l'infection au coronavirus. Il invite les Béninois à l'observance stricte des mesures contre la pandémie du Covid-19, suivant un extrait devenu viral sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous réitérer que c'est indispensable parce que c'est maintenant que la pandémie est présente dans notre pays. Vous avez vu que même un honorable député nous a quittés hier et je peux vous dire que le centre de traitement des malades du Covid à Alada est saturé actuellement en termes de personnes qui sont là-bas et qui ont besoin de réanimation. Ils ne peuvent même pas en recevoir ces jours-ci. Donc c'est maintenant que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière. Les gestes barrières et autres que nous avons abandonnés, je vous en prie, reprenons-les parce qu'il faut vivre d'abord pour pouvoir travailler. Et il faut donner l'exemple à tout le monde. Ce n'est pas de la blague. Le Covid est présent au Bénin et tue. L'ancien maire de Kandi, actuel député, Démolé Moko, est parti hier du Covid. Sa famille n'a même pas eu accès à son corps. Ils ont identifié son corps de loin avant qu'il ne soit remis pour être enterré. Donc vraiment, je nous en prie, ne prenons pas la chose à la légère. Les gestes barrières doivent revenir aujourd'hui plus qu'hier. C'est indispensable pour nous, c'est indispensable pour nos populations. Donc passez le message au niveau de toutes les populations parce que vous constatez que tout le monde a relâché. On va voir comment avec les autorités sanitaires, avec les autorités de la sécurité, on va relancer la prévention puis la répression. Mais le mal existe et commence par tuer et va continuer par tuer. Ne vont y échapper que ceux qui vont respecter les gestes barrières. Et le mal est que si vous vous respectez et vous acceptez que quelqu'un ne respecte pas à côté de vous, vous courez le même risque. Donc ne soyez pas tolérants envers ceux qui ne respecteront pas. J'avais prévu que nous devions nous voir avec le personnel. Tout à l'heure, je disais au secrétaire général, est-ce que nous n'allons pas attendre que le Covid avance d'abord parce que l'exiguïté de la salle, mais on trouvera des formules peut-être
pour faire par vague. Peut-être les directeurs, après le personnel d'appui, de toute façon on verra. Je veux vous rassurer donc, comme j'ai eu à le dire, pour ceux qui étaient à la cérémonie de passation de témoins, pour dire que certes vous avez un nouveau maire, mais la mairie elle continue. Le nouveau maire n'est pas venu pour dire à ceux qui sont là, ôtez-vous pour que je ramène de nouvelles personnes. Non, bien au contraire, c'est pour m'appuyer sur l'administration qui est là, pour autant qu'elle est prête à ce qu'ensemble nous relevons les défis. Les défis, quels sont-ils? C'est que nos populations pour lesquelles nous sommes là, parce que ça c'est la seule finalité. Le maire peut changer, le personnel peut changer. Ce qui ne changera pas, c'est Djougou. C'est ceux qui vivent à Djougou. C'est nos parents, c'est les personnes qui sont installées ici. Et elles doivent bénéficier de nos services. Il faudrait que nous mettons ça en tête, que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est que nos administrés aient satisfaction. Donc si tout cela, nous sommes d'accord là-dessus, nous allons nous donner les mains pour y arriver. Je veux juste vous dire que vous aurez totalement mon soutien pour autant que j'ai le vôtre. Le mien, ce que j'attends de vous, ce n'est pas que des agents accourent pour me dire bonjour dans la rue ou à la maison ou quand je viens au bureau, mais c'est qu'ils soient à leur poste de travail et fassent bien leur travail, ce pourquoi ils sont là. S'ils le font, c'est le meilleur soutien que je peux avoir d'eux. Et en retour, ils auront tout mon soutien parce que j'ai commencé par voir au niveau de l'effectif. C'est vrai que vous êtes en sous-nombre, mais vous savez qu'on ne peut pas augmenter l'effectif tant que les ressources ne suivent pas les fonds propres. Donc je peux vous dire, moi je suis venu pour que nous puissions doubler, tripler, quadrupler les ressources propres. Et c'est possible parce que le potentiel existe. Le potentiel existe. Nous sommes une commune fortement peuplée. Nous sommes la 3e commune du Bénin en termes de population. Et donc, il n'est pas possible que nous n'arrivons pas à faire ce que les autres font. Nous allons voir les niches, mais je voudrais d'ores et déjà appeler les uns et les autres à se dire que nous devions tout mettre en œuvre pour relever ces défis. Et là-dessus, tous ceux qui vont y accompagner, ils seront les bienvenus. Mais quiconque tentera d'empêcher cela risque de se faire broyer par la machine du progrès qui n'épargnera personne, ni vous ni moi. Au nom du progrès, nous devons avancer. Au nom du progrès, on ne peut pas se contenter du peu. Je vous renvoie à votre travail, beaucoup de courage, de persévérance et que Dieu bénisse les uns et les autres. Ensemble, nous allons nous retrouver dans quelques mois, faire le point et je souhaiterais que nous puissions être fiers de ce que ensemble nous aurions fait pour notre commune. Ensemble, ce que nous aurions fait pour nos populations. Ensemble, ce que nous aurions fait pour que véritablement la commune puisse être une commune moderne. Pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19 au Bénin, le gouvernement du Bénin réuni en Conseil des ministres le mercredi 10 juin 2020 a mis en œuvre un programme de soutien de 74,12 milliards de francs CFA en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers de service de l'informel, ainsi que des personnes vulnérables que sont les pauvres et les extrêmes pauvres. À cet effet, quelques citoyens béninois rencontrés par une équipe de notre rédaction se réjouissent de ces mesures gouvernementales. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka et de Mounir Dorego. Nous avons appris la décision du Conseil des ministres pour le soutien social envers les entreprises, les grandes entreprises que nous sommes. C'est avec joie que nous l'avons appris. Cela montre que le gouvernement a pris à cœur la situation concernant Covid-19, les désagréments que ça a causés à chaque couche de la société dont nous faisons partie. Et tout le monde doit être content parce que nous savons ce que ça a créé. Pour nous spécialement, les clients ne viennent plus acheter. Nous avons connu de la mévente. Tout le monde est réticent. Les gens ne passent plus comme auparavant. Ça, c'est nous, ça. Et nous avons constaté aussi que dans d'autres secteurs, c'est encore plus compliqué. Les hôtels ont fermé, les gens ne sortent plus. Et puis, il y a beaucoup de désagréments quand même. Donc, ça nous réjouit que le gouvernement a pris à cœur cette situation et veut nous consoler un temps soit peu. Même si c'est un pas, ça ne soulage pas tout le monde, c'est déjà un grand pas, c'est une avancée que nous devons apprécier. Si l'État a pris cette décision, moi personnellement, je suis très content de ça parce que le temps qu'on a passé, le temps de coronavirus, on a passé certains moments à la maison, ça nous a causé un peu de dégâts. Et les loyers, les employés pour les payer, et l'électricité, l'eau aussi, ça a pesé sur nous. Au sein de notre restaurant, si ça vient, on va régler le propriétaire. Et les employés qui sont restés à la maison aussi,
Comme ils se sont fâchés, on va les satisfaire aussi. Cette histoire de confinement au cours de cette pandémie qui est la Covid-19 a fait assez de dégâts économiques. Et ces dégâts économiques n'ont pas du tout fait faveur à la population béninoise. Il y a les portes, les chambres dans lesquelles les gens ne mangent pas à leur faim. Parce qu'il n'y a plus rien à vendre, il n'y a plus rien à faire. Même les entreprises ont dû mettre des employés à la maison. Donc tout le monde est pratiquement à la maison, plus personne ne travaille. Les allers-retours, ce n'est plus la peine, y compris les chauffeurs, et les promoteurs de bars, de restaurants et tout. Tout le monde, j'allais dire. Vous voyez un peu? Donc cette décision est une décision très noble. Au niveau de ma société, vous savez que je travaille avec des gens. Et l'histoire de Covid a fait que beaucoup de gens sont restés chez eux. Y compris moi-même, nous sommes restés à la maison et c'est depuis la maison qu'on travaille. Et cela a fait que tant qu'on ne travaille pas, il n'y aura pas d'entrée de fonds. Et il faut qu'on paie les impôts. Il faut qu'on paie les taxes. Ça va nous permettre de payer les employés, d'une part, et d'avoir un peu de fonds pour pouvoir relancer l'économie à nouveau. Parce que tout ce que nous faisons, tout est aux arrêts. Et maintenant que le confinement, on est en train d'être déconfiné un peu, il faudrait nécessairement qu'on relance l'économie. Que les va-et-vient puissent être mis en rigueur pour que nous puissions vendre, acheter et faire valoir tout ce que nous produisons. Et les mots nous manquent, sincèrement, de dire combien de fois cette décision elle est salutaire. Il reste maintenant les démarches nécessaires à faire pour que ces fonds, ces près de 115 milliards de francs CFA, puissent parvenir aux plus méritants. Ça va régler beaucoup de choses parce qu'il y a le problème d'électricité que nous, pendant ce temps, nos installations sont allumées. Et il y a ce problème qui est là d'électricité parce que nous sommes jusqu'à 700 000 que nous on paye par mois comme électricité. Et en dehors de ça, il y a les employés. On doit payer le salaire fin du mois aussi. Si ça vient, ça peut régler beaucoup de choses. On leur dit merci d'avoir pensé à nous, qui sommes touchés, plus touchés dans le domaine là. On remercie le Seigneur et ça nous réjouit vraiment que le gouvernement a pu penser à nous. Parce que rester confiné 2 mois sans rien faire, oh, toi qui vivais de ce seul source, manger le loyer et tout, payer l'électricité, et voilà, on nous dit qu'on doit nous aider. Ça nous réjouit vraiment, vraiment, et on dit merci, merci encore 1000 fois merci au gouvernement. 114 milliards, nous avons ni le ebolo ma be je to vile lo kuro kosia lo me nda gbewe une fois de nkoro atele bra zo cheme kwe wa abi pa azowa no yan zo kwe wa bo trio azowa le ado bezin ton bo an hobo ano ya wa zo to le sharp de le fren bo andu e lo bi andu wa do azo de mi no wa le din e lo bi mi no du wa de le no ho azowa nu ko gbesin ko bem le na wa ba an jere na mi ji awon parce que client mettons support en gosin to me no wa parce que quel le support fi ba non ça extérieur bi non gosin confinement de me di ya o mo e le no wa client de to me le ko jana traiter de le me de le levo e don ti fo gbe bro confinement roté e kon si ton bon amble donc e on va perdre mi confinement sin temps mais quelque support en gosin to me wa bon do pan bo bi non ze bon amblo mais revendeur bo ho e en santon. Oui, mon frontière car ce soit augmenté ça c'est bien tout mais pour ne les bico confirmer les fonds ndago tambo ni to quoi ma bo et mon car tout mais et ce quoi ça touré les mais donc en fait c'est louable et c'est salutaire pour les sociétés telles que les hôtels, bars, restaurants qui ont engagé des gens qui ont englouti des fortes sommes pour les soulager, pour régler les problèmes d'électricité du personnel et surtout pour régler les problèmes. En ce temps-là, nous n'avons eu pratiquement pas de clients. Et ni pour les chambres, ni pour ces quelques restrictions pour qu'on a demandé au restaurant de souris
les gens sont rares, puisqu'il y avait confinement, les gens venaient rarement. Le promoteur a eu des difficultés pour payer les salaires. Puisque aucune personne n'a été renvoyé. Et non seulement ça, tout fonctionnait, puisque nos appareils ne doivent pas être éteints. Il paraît que quand on éteint les trucs de congélateur et autres là, ça se garde. Nous avons gardé tel quel les glaces, tel que ça c'était, alors qu'on ne vendait plus. Donc c'est une décision, comme je l'ai dit tantôt, salutaire. Nous devons féliciter le gouvernement d'avoir pensé aux structures comme hôtels, bars, restaurants qui ont souffert en ce temps de Covid-19. Le parti Union progressiste continue de montrer la voie à suivre pendant que les maires et leurs adjoints issus de ce parti politique étaient en conclave pour une maîtrise des tests liés à leur nouvelle fonction. L'élu du 12e arrondissement de Cotonou, Christophe Sekloka, a organisé une séance de remerciement à l'endroit de ses électeurs au quartier Fidjrosset présent sur les lieux. Carles Kitome vous propose un extrait de ces déclarations. C'est la liste Union progressiste du 12e arrondissement. Je suis tête de liste, vous le savez bien, et donc cela me réjouit tout particulièrement d'avoir donc tenu ce pari, d'être tête de liste et de pouvoir aboutir à un tel résultat, un résultat tout à fait élogieux, même si c'est flatteur. À la suite naturellement du vote qui a eu lieu il y a à peu près un mois, le mois dernier. Alors c'est un score exceptionnel qui a été réalisé dans cet arrondissement et cela ne pourrait se passer sous silence. Beaucoup m'ont demandé quand même qu'on puisse nous réunir pour nous rappeler de ces instants vraiment exceptionnels, instants de fête que nous avons traversés au cours du mois de mai. Donc c'est pour donner suite à cela. Mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas être à une pareille fête. En ces temps de crise sanitaire où le Covid sévit, nous avons forcément besoin de respecter les consignes du gouvernement, les gestes barrières, n'est-ce pas, pour rimer dans le même sens que le gouvernement. Et donc préserver nos populations, n'est-ce pas, de cette catastrophe-là. Tout le monde ne peut pas effectivement être là. Il a fallu donc trier, avoir un certain échantillonnage de chaque couche pour les faire représenter. Il y a il y a des chefs de quartier, Union progressiste. Ils sont d'ailleurs majoritaires dans le 12e arrondissement, comme vous le savez. C'est des gens qui m'ont apporté massivement leur soutien. Il y a les élus locaux, des gens qui siègent au conseil local des quartiers, dont les chefs quartiers représentent les présidents de conseil. Voyez-vous. Et au-delà de ça, il y a les sages, des personnes, certains leaders d'opinion, des gens que j'ai mis à contribution pour, n'est-ce pas, aboutir à un tel résultat. Les militants qui ont même exigé me voir, je crois qu'ils le méritent. Ils le méritent parce que c'est eux qui nous ont donné la victoire, voyez-vous. Et donc nous voyons, c'est pas pour nous dire des adieux, mais beaucoup plus pour créer le ferment, pour que les échéances à venir ils puissent aussi toujours se mettre en ordre de bataille. Je ne vous cache pas, j'ai eu des électeurs très sympathiques et donc je compte quand même garder le lien avec ces gens qui sont très très gentils et faire le chemin politique avec eux. Le ministre de l'Énergie a procédé vendredi 12 juin à la revue de son plan d'action annuel. L'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie se sont donné rendez-vous pour passer en revue l'ensemble des réalisations. Plusieurs avancées ont été faites et le corpus impliqué dans les questions de l'énergie se satisfait d'une année riche en progrès. Carles Kitome vous fait le compte-rendu dans cette journée de travail. Les directeurs techniques et centraux, les cadres du ministère de l'Énergie, les structures sous tutelle et les partenaires techniques et financiers du secteur de l'énergie se sont donné rendez-vous ce vendredi 12 juin pour la revue du secteur de l'énergie exercice 2019 par visioconférence.
Le ministre Jean-Claude Oussoua présidait en personne ces travaux. Je reviens tout d'abord sur le thème de cette revue, la sécurité des approvisionnements en ressources énergétiques au Bénin, du mythe à la réalité. Je crois que la richesse de la revue d'aujourd'hui montre que nous sommes dans un monde réel, montre qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre avec une vision claire, une ambition jamais égalée et une visibilité qui est donnée à tous les instants par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie. Plusieurs recommandations sanctionnaient la fin de ces journées de travail pour une énergie propre et à coût raisonnable. La mise en œuvre des plans, du plan national d'électrification et enfin organiser une table des bailleurs de fonds pour le financement du plan national d'électrification. La troisième est d'élaborer et de soumettre à l'adoption du Conseil des ministres les textes d'application de la loi portant code de l'électricité en République du Bénin. La quatrième, c'est d'élaborer le catalogue des projets pluriannuels du ministère de l'Énergie et le soumettre à l'adoption du Conseil des ministres, selon l'article 39 de la loi portant code de l'électricité. La cinquième, c'est de poursuivre le processus d'actualisation du plan directeur de l'électricité et le soumettre à l'adoption du Conseil des ministres. La sixième, c'est d'élaborer la stratégie et le cadre réglementaire de l'éclairage public au Bénin, assorti du programme national d'éclairage public. La septième, c'est d'accélérer la mise en place du système d'information nationale d'énergie au Bénin. La huitième, c'est de mettre en place un programme de développement des barrages hydroélectriques dans le cadre de l'amélioration du mix énergétique. Et la neuvième, c'est créer le fonds d'électrification rurale et des énergies renouvelables, conformément à la nouvelle loi portant code de l'électricité en République du Bénin, conformément à l'article 77 de la dite loi. L'autorité ministérielle se satisfait des conclusions de ces travaux. Aujourd'hui, que nous avions eu raison 4 ans plus tôt et que ces actions sont en cohérence avec nos prévisions, je veux prendre simplement l'exemple qui consiste à ce que nous avions prévu en 2016-2017 que avant fin 2019, il n'y aura plus de moyens de location pour produire de l'électricité au Bénin. Ce pari a été tenu, comme beaucoup d'autres paris. Tous les participants à ces journées de travail se réjouissent de la tenue de ces travaux à bonne date. Le gouvernement béninois a réajusté ses prévisions concernant la croissance économique à la baisse en raison des conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Estimée à 7,5%, en début d'année, elle a chuté de plus de 4 points. Des précisions avec le ministre d'État chargé de plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. L'ensemble de l'économie mondiale est affecté par cette crise sanitaire, cette pandémie. Ici au Bénin, elle s'est traduite par le recul de l'activité économique et surtout sur le plan financier et économique par une chute de notre croissance économique. Nous avions prévu pour cette année une croissance économique de l'ordre de 7,5%. Les estimations de nos services chiffrent désormais cette croissance économique autour de 3,5% pour 2020. Et de nombreux secteurs sont ainsi affectés, les transports aériens, portuaires, les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les transporteurs bien sûr. Et de ce fait, bien sûr, le gouvernement a décidé de ne pas rester les bras croisés. Justement, pour relancer l'activité économique, le Conseil des ministres a pris la semaine dernière des mesures pour soutenir les entreprises. Certaines de ces mesures constituent des solutions définitives apportées à des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs économiques en période normale. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, expose quelques-unes. Quelques-unes de ces mesures-là apporte une solution définitive à des problèmes qui existent déjà
en ce qui concerne les entreprises dans notre économie. Et c'est pour ça que le ministre de l'économie et des finances parle de mesures phares en ce qui concerne donc le financement des PME. Lorsque nous avons discuté avec certains des sectoriels, les exportateurs par exemple d'anacarde, les transporteurs de fruits, etc., qui n'ont pas été en mesure d'exporter leur production. Lorsque nous avons discuté avec les banquiers, leur préoccupation était comment ces gens-là, qui ont des dettes vis-à-vis de nous et qui ne les ont pas remboursées à temps parce qu'il y a le virus, comment ces gens-là peuvent s'en sortir? Eh bien, la solution qui est apportée là, de leur apporter un crédit ou de refinancer les crédits, parce que c'est ça aussi, refinancer des crédits qui étaient là, qui n'ont pas été remboursés à temps, donc apporte une solution définitive pour une période d'au moins 3 ans pour ce qui concerne les crédits bancaires. Et j'ajoute, le ministre des Finances a insinué un peu cela, que nous avons à l'étude des mesures structurelles aussi pour soutenir celle-ci, celle qui vient d'être prise dans le domaine du financement. On va les annoncer dans quelques jours lorsqu'elles seront absolument prêtes. Je veux dire aussi que la pandémie qui est là a mis aussi en évidence certaines des difficultés que les entreprises ont. Par exemple, dans le domaine de l'exportation des fruits, des ananas par exemple. Beaucoup de production d'ananas a été perdue tout simplement parce que les entreprises n'ont pas été capables d'exporter pendant la période. On n'avait pas un quai fruitier à l'aéroport de Cotonou. Eh bien, nous sommes en train de construire un quai fruitier qui va coûter des milliards et qui va permettre à ces entreprises-là d'être résilientes de manière définitive. Et de sorte que, quelles que soient les conditions, ces entreprises exportatrices de fruits et légumes, et en particulier d'ananas, de mangue, etc., pourront à l'avenir exporter à partir de l'aéroport de Cotonou en tout temps et en toute saison. Ça, c'est une mesure structurelle, et d'autres mesures structurelles de ce type-là, par exemple pour le transport de ces mêmes fruits-là, par exemple pour l'emmagasinage de certaines de ces productions, eh bien, ces mesures vont venir dans quelques semaines consolider celles qui sont déjà prises. Les classes culturelles seront une réalité dès la rentrée scolaire prochaine. Pour ce faire, les ministères impliqués dans sa réalisation mettent en place le dispositif approprié. Ainsi, les formateurs des formateurs ont entamé depuis une semaine un séminaire d'harmonisation des curricula. Carles Kitome a reçu Ponce Zanou, un plasticien formateur des formateurs qui précise la pertinence du choix des arts plastiques dans le curricula proposé. On dit que depuis que nous avons acquis l'indépendance, il y a eu cette discipline capitale qui a été négligée. Et vous devez être en accord avec moi que le développement n'a pas encore décollé depuis. Pourquoi? Parce que la plastique constitue une discipline, je veux dire, qui nourrit plus l'action et l'intellect. Quand je prends la mathématique, on peut être bon mathématicien et ne pas être vraiment actif. Mais on ne peut pas être un bon artiste ou un bon danseur sans être actif. On remarque tout de suite, disons, l'éloquence physique de celui qui fait l'art. En fait, cette discipline, pourquoi c'est capital? Je prends le cas de quelqu'un qui veut construire sa maison. Il aura besoin d'un architecte il va se fier au goût de l'architecte. Mais s'il avait appris un petit dessin, il pourra faire d'abord une petite ébauche, son imagination de sa maison. Donc, dans ce cas, il construit la maison qui est à son goût. Il choisit ses vêtements parce qu'il a appris déjà les couleurs, les vêtements qui conviennent à la beauté, à l'harmonie, au lieu de se fier à un couturier qui va juste imiter quelque chose quelque part. En fait, la plastique choisie n'est pas chose qui soit bêtement choisie. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme d'action du gouvernement, en ce qui concerne le tourisme,
il a compris, le gouvernement a compris qu'on ne peut faire le tourisme si on n'a pas les activités culturelles à côté. Notamment là, qui fait figure même de l'habitat. Là, qui fait l'éloge même de la beauté de l'espace. Donc, ce programme qui passe dans les écoles, les lycées et collèges, permettront surtout aux élèves qui seront inscrits de pouvoir acquérir des notions élémentaires et surtout l'éveil de cette jeunesse et aussi dénicher la compétence. Parce que certains ont un talent, mais on n'arrive pas à le déceler. Donc ce programme permet de nourrir ces compétences et de les reconnaître sur le terrain. Le métier de réparateur d'appareils électroniques de télécommunications fait partie de ces métiers auxquels les jeunes s'adonnent davantage, quel que soit le nombre d'années que nécessite la formation. Certains finissent par s'y plaire. Une équipe de notre rédaction est allée à la découverte de cette activité. Suivez plutôt. Assis sur un tabouret devant son ordinateur et quelques accessoires de travail, Kevin Aronsou, un maintenancier GSM, nous parle davantage de ce métier. Je suis dans ce métier depuis 3 ans. Oui, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine, oui. Moi, je m'occupe plus de la phase logicielle des téléphones, voilà, la reprogrammation, le déblocage réseau, les décodages, voilà. C'est un peu ce que je fais. Voilà. Si la formation dans une école nécessite 1 an, chez d'autres, cela peut prendre 5 ans. Alain Odunlami, jeune apprenti depuis 3 ans, s'y plaît dans ce métier apparemment. Bon, j'ai commencé ce métier, ça fait déjà 3 ans et demi comme ça, oui. 3 ans et demi comme ça, oui, que je suis en apprentissage chez mon boss. Oui. Dès le début, j'étais un jeune étudiant, un nouveau bachelier et je viens d'avoir le bac. Donc arrivé sur le campus, je me suis retrouvé face à des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je me suis retourné à la maison. Donc à la maison, j'ai eu la visite d'un de mes frères qui est venu vers moi. Un frère, un boss aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a conduit à ce métier. Dès le départ, spécialement, ce n'était pas pour venir apprendre quelque chose ou bien pour venir me faire former, mais juste pour venir gagner de l'argent. Mais après, dans le métier, je me suis confronté à certaines situations qui m'ont réellement amené à aimer ce métier. C'est que c'est un métier de passion. C'est un métier où tu apprends et que tu te fais former en même temps. Le métier de maintenancier est non seulement un métier de passion, mais aussi un métier qui nourrit son homme. Le constat de quelques jeunes sur ce métier. En tant qu'apprenti, dans ce métier, en venant ici, je n'avais presque rien. J'étais un enfant, je vivais avec mes parents. Mais arrivé ici, j'ai pu prendre une moto reverse que j'ai maintenant avec moi, qui est à ma disposition. C'est avec cette moto-là que je suis en train d'évoluer. Après 3 ans de formation, en réalité, quand j'avais commencé, je n'avais pas pris en compte ce qui avait comme bénéfice que je devais tirer de ça. Mais après 2 ans de formation, je me suis dit, il faudra que je réalise. Et en 1 an, j'ai pu prendre une moto, j'ai pu réaliser aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai loué mon petit coin là où je suis et je suis avec mon boss. On essaie d'évoluer un peu. Bon, à mon niveau, je n'aime pas trop parler de mes réalisations, mais bon, je peux dire que depuis que j'ai commencé ce métier, ça va beaucoup bien dans ma vie quand même. Bon, le métier nourrit amplement son truc là, son homme. Métier de passion, voire plus, le métier de maintenancier est un métier qui intéresse davantage les jeunes. Malgré les rouages et difficultés comme dans tout autre métier, ce dernier permet quand même de nourrir son homme. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.